Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, je vais vous relater mon expérience d'une semaine et 700 km dans une Polestar de performance de 2021. On va décortiquer l'auto sous tous ses aspects pour voir si elle constitue une réelle alternative à une Tesla Model 3 Performance. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. La marque Polestar est tout d'abord née sous la forme d'un préparateur automobile, à l'instar d'AMG pour Mercedes par exemple. Préparant des Volvo pour le sport ou pour la course, Polestar est devenue désormais une marque à part entière depuis la prise de contrôle du constructeur suédois par le chinois Geely. La Polestar 2 est la première voiture 100% électrique de la marque, lorsqu'elle est présentée au printemps 2019. Commercialisée à partir de 2020, ses caractéristiques s'avèrent intéressantes à plus d'un titre. Longue d'un peu plus de 4,60 m, sa largeur s'établit à près d'1,86 m. On le voit sur ces images prises dans ma cour, elle est largement plus compacte que la Tesla Model S qui occupait ses lieux jusqu'à présent. En revanche, elle est un peu plus haute, avec 1,47 m contre 1,43 m pour la Tesla. Elle est à mi-chemin entre une berline et un SUV. Et on va voir que c'est plutôt intéressant. Ce ne sont que 4 petits centimètres, mais croyez-moi, cela compte pour la praticité. Une Model 3 par contre est plus longue pour la même largeur et une hauteur de 1,44 m. La garde au sol de la Polestar est également plus importante que celle de l'américaine, avec un bon 16 cm contre 13 pour la Model 3 Performance. Cela donne un avantage à l'américaine pour l'espace intérieur, mais toutefois, la sino-suédoise sera avantagée sur les routes en mauvais état ou pour passer des dodanes un peu élevées. La monte pneumatique présente sur la version que j'ai ici est en 20 pouces avec des pneumatiques continentales. Une petite anecdote croustillante par contre, si les pneus sont identiques sur les 4 roues, les jantes avant et arrière sont légèrement différentes. Un peu plus larges à l'arrière, elles étirent un peu plus les pneus pour une plus grande rigidité. Cela permet d'augmenter la stabilité sans élargir les pneumatiques arrière. C'est plutôt futé. D'un point de vue design, la voiture a beaucoup de personnalité et les signatures lumineuses sont très proches de celles de l'identité Volvo, ce qui est bien entendu le but recherché. L'auto que j'ai eu en prêt était équipée du pack pilote, ce qui lui donne une série de caractéristiques très intéressantes, comme les phares Matrix LED qui fonctionnent extrêmement bien, le suivi de voie combiné au régulateur adaptatif et la vision 360 degrés pour le stationnement. À l'intérieur, on retrouve également un design très Volvo, mais avec des touches de fantaisie supplémentaires. Les ceintures jaunes font partie de la dotation du modèle Performance et font écho aux étriers de frein et amortisseurs dorés. Les logos lumineux sur le levier de vitesse et projetés dans le toit en verre sont plutôt sympathiques. Les sièges sont d'excellente facture et pour mon plus grand bonheur sont en tissu. J'apprécie en effet beaucoup les revêtements des sièges et des plastiques, tant je n'aime pas le cuir ou les plastiques façon cuir granuleux que trop de constructeurs utilisent. Le seul bémol est la partie en noir laqué piano autour du levier de vitesse, mais un petit PPF mat et il n'y paraîtra plus. Allons maintenant voir le côté pratique avec les sièges arrière et l'accessibilité. Alors, niveau gabarit à l'arrière, moi je trouve que ça va, mais je suis pas très grand. Donc je pense que quelqu'un de très grand va un petit peu taper parce que la garniture est très proche. Pour installer un siège bébé, c'est juste parfait. On est dans un bon confort de berline. C'est sûr qu'un SUV type modèle Y, on sera un peu mieux dedans. Mais franchement, ça va déjà très bien, même pour un adulte. Alors, vu que j'ai l'habitude d'avoir le panier à choupi, ben, on va le remettre dans la Polestar. Donc là, je l'ai juste posé. Et on va voir maintenant, une fois que je vais aller fixer les sangles et tout ce qui va bien. Très sincèrement, c'est aussi facile que dans la Model S. C'est même un peu plus simple parce que c'est plus haut. À l'avant, les écrans sont de très belle facture et la console d'instruments de 12,3 pouces est claire, même si lorsque l'on affiche la carte du GPS, la vitesse est un peu moins lisible. Pour ce qui est de l'écran central, il est certes de taille modeste, mais très bien organisé et très bien placé. L'application Google est simple pour les usages courants, même si elle gagnerait à être un peu plus intuitive. Pour le GPS, Google Maps fonctionne bien, mais je n'ai pas trouvé comment mettre plusieurs destinations à la file, comme sur le GPS Tesla. C'est toutefois un point qui pourrait bien se voir amélioré grâce à des mises à jour ultérieures.
L'application est bien entendu de rigueur, mais je n'ai pas pu la tester. La sono Harman Kardon fonctionne à la perfection et l'intégration de Spotify me comble également. Niveau rangement, la console centrale comporte un porte-gobelet supplémentaire qui gâche un peu l'espace disponible. Mais la boîte à gants est vaste pour compenser. Le coffre avant est petit et sera surtout utilisé pour les accessoires de recharge. Il abrite également le kit anti-crevaison. Son ouverture se fait à l'ancienne par un levier placé au pied gauche du conducteur. C'est simple et efficace. Enfin, le plus gros point fort de cette Polestar face à la Model 3, son haillon. Le coffre est certes un peu plus petit que celui de la Model 3, mais largement plus pratique et modulable. C'est un réel atout pour une auto qui se veut familiale. Parlons maintenant un peu technique. La voiture que je vais essayer est une Polestar 2 Dual Motor à grande autonomie, avec tous les packs possibles. Elle a deux moteurs de 150 kW chacun, placés sur les essieux avant et arrière. Au total, cela fait une puissance de 408 chevaux pour un couple de 660 Nm, lui permettant un 0 à 100 en 4 secondes 7. Sa batterie de 78 kWh nominaux pour 75 efficaces lui offre une autonomie WLTP de 480 km. Fournies par CATL, les cellules à la chimie NMC sont en format poche, et la puissance de recharge culmine à 155 kW. Si cette architecture est lourde, elle permet par contre une courbe de recharge assez élevée, comme on le verra pendant l'essai. Niveau châssis, la voiture est entièrement en acier, ce qui en fait une voiture assez pesante. Elle repose sur des suspensions avant McPherson et un essieu arrière multibras. Pour cette version, des amortisseurs Öhlins et des freins Brembo complètent les trains roulants. Voilà, on a globalement fait le tour de la présentation, il est temps d'aller essayer l'auto. Ça y est, c'est parti, on va faire le test. Donc, point de départ, il est 8h23 du matin, on est à Marmoutier. Et j'ai 74% de batterie. Parce que j'avais laissé la voiture ouverte, et donc elle a chargé jusqu'à 80% comme je le souhaitais. Et malheureusement, comme la voiture est restée ouverte et que les éclairages d'ambiance sont restés allumés, eh ben, je me retrouve avec 74% de batterie et 280 km d'autonomie annoncée. Alors, la première chose que je vais faire, c'est réinitialiser le trajet. Voilà. On démarre à 0 et on va faire ça tronçon par tronçon. Le premier tronçon que j'ai prévu, on va faire Marmoutier à Guenot et on va aller le chercher sur le GPS. On va aller sur Maps et on va aller chercher le garage. Je vais dans un garage pour faire une petite mise à jour sur un carnet d'entretien de ma maman. Voilà, parce qu'ils ont oublié de me le faire. On va voir maintenant la prévision de la voiture. Il est prévu que j'arrive à 9h avec 60% de batterie. Donc on va voir déjà si c'est exact. Par contre, alors je vais changer un petit quelque chose. C'est que je prends un itinéraire sans péage pour cette fois. Et j'arriverai avec 63% de batterie en 41 minutes à 9h08. Pourquoi? Parce que l'autoroute, je la prendrai tout à l'heure. Voilà. Allez, premier tronçon, on démarre. C'est parti. Bon, je m'étais prévu une route bien pépouse dans Niederscheffolsheim. Oui, c'est un nom de village alsacien qui va bien. Et donc, j'avais prévu une route bien pépouse pour passer, contourner finalement la 4 voies et l'autoroute, parce que sur ce tronçon-là, je voulais pas prendre d'autoroute. Et il se trouve que la route est barrée. C'est une route que je prenais pour aller travailler, parce que le garage dans lequel je vais, c'était mon dernier bureau avant d'arrêter la vente automobile. Ce qui fait que je vais pas arriver avec les bonnes données, mais bon. En tout cas, ce que je peux déjà dire, c'est que en termes de confort, de tenue de route sur route secondaire, ça va plutôt bien. La vivacité de la voiture est bonne. Là, j'ai roulé de manière très très pépouse. Je vous montre. Voilà. Donc, il me donne 250 km d'autonomie pour, on va dire, par rapport à mes consommations actuelles. Il me dit 240 par rapport aux consommations moyennes. Donc, on va voir. Pour l'instant, j'ai l'impression que je suis pas trop mal. Allez, premier tronçon est fait. On a 53,7 km. Non, 52,8 km, pardon. On est à 19,3 kWh au 100 sur 58 minutes de route. Parce que finalement, je me suis fait un peu piéger par la route barrée. Voilà, globalement, on est plutôt pas mal sur ce premier tronçon. Et maintenant, on va partir pour le tronçon voie rapide et autoroute urbaine.
Je voulais parler du système d'aide à la conduite. Première chose, il n'y a pas de réel autopilote. On a un aide au suivi de voie qui marche très bien. Par contre, c'est pas vraiment un autopilote parce qu'il faut considérer que vous conduisez tout le temps. Le système en lui-même ne vous dit pas quand il s'active ou quand il s'éteint, or un petit voyant au tableau de bord. Et ce petit voyant au tableau de bord est relativement discret. Donc, moi j'ai trouvé la technique de dire je suis tout le temps au volant et quand la voiture prend un peu la main, je la laisse faire. Ce qui est très bien si on a l'habitude de vouloir garder le contrôle. On n'a pas la même limite franche entre la conduite en autopilote et la conduite sans autopilote comme sur une Tesla. Elle suit bien les voies. Par contre, attention à toujours bien guider soi-même la voiture parce que par moment, elle a tendance un petit peu à s'écarter. Mais encore une fois, c'est normal, c'est un système d'assistance qui ne prend pas le relais du conducteur. Il n'est pas aussi intrusif que celui de la Tesla, mais par contre, du coup, il n'est pas aussi actif que celui d'une Tesla. Donc, pour quelqu'un qui aime conduire, je pense que ce système-là va vraiment leur plaire. Sinon, accélération, ralentissement pour l'insertion, la puissance est largement suffisante. Et la petite portion d'accélération qui est, on va dire, plus progressive que sur une Tesla, c'est très agréable parce que ça permet vraiment de doser sa puissance par rapport au reste de la circulation d'une manière vraiment très agréable. Ça rend la conduite plus douce pour les passagers, à mon avis. Et d'un autre côté, ça permet d'avoir une conduite moins hachée, beaucoup plus coolée qu'avec une Tesla si on n'a pas l'habitude. Parce que sur les Tesla, la commande d'accélérateur, elle est vraiment très franche. Voilà, on roule tranquillement direction le sud de Strasbourg pour notre deuxième arrêt. Alors sachant qu'on va faire un arrêt je vais faire un arrêt en cours de route pour aller faire quelques courses pour le loulou qui est dans la voiture, puisque Choupi fait partie du voyage. Je vous mets une petite photo d'ailleurs. Et donc là, voilà, on voit bien, insertion, les 408 chevaux sont bien là, c'est juste ce qu'il faut. Vraiment, c'est très très agréable. La netteté de la voiture est assez impressionnante, même si elle fait un peu plus lourde, encore une fois, que ma Model S à la conduite, mais ça la rend très très stable. On aurait pu penser que la voiture étant plus courte et moins large, elle serait moins stable. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Autre chose, la régénération est vraiment vraiment très bonne. Elle est parmi les meilleures de celles que j'ai rencontrées, même meilleure que sur la Tesla. Moi j'adore cette régénération très forte. Chez Polestar, ils indiquent que ça peut monter jusqu'à 100 kW de récupérer. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très agréable parce qu'on a encore moins besoin de toucher au frein. On arrive en ville et je voulais vraiment vous partager une réflexion que je viens d'avoir, qui est que c'est quand même plus facile qu'avec la S, parce que au niveau de taille, clairement la S en termes de largeur, c'est moins évident. Là, ça passe quand même beaucoup mieux, vu que les routes sont pas très larges à cet endroit-là. Et très sincèrement, ça c'est bien agréable pour faire de la ville. Le gabarit un peu plus compact de la Polestar 2 par rapport à une Model S. Et je pense même par rapport à une Model 3, je pense que c'est plutôt agréable. Même si la visibilité est un peu moins importante, les vitres sont moins grandes, mais c'est pas vraiment gênant parce que en manœuvre, on a également la possibilité d'avoir le 360, d'avoir les différentes caméras. Et ça, très sincèrement, c'est quand même quelque chose de supérieur à ce que nous offre Tesla aujourd'hui. Même si moi, ce que je préfère, c'est avoir une vision directe plutôt que la caméra 360. Mais très sincèrement, ça marche très bien. Voilà, on est arrivé. On a fait 46 minutes de route avec 57 km/h et 19,7
kWh au 100. Je vous montre. Bon, c'est pas mal. On va dire, là en plus j'ai pris un orage. Maintenant, il y a un truc qui va être important. Et ça, je vais vous le montrer. C'est que on va aller dans Maps et on va aller chercher le superchargeur. Aller à Ionity au concours. Excusez-moi, je n'ai pas compris. D'accord. Bon, bah alors on va chercher, on va aller rechercher, on va le faire à la main. Ionity au concours. Le petit bruit que vous entendez, c'est Choupi avec son bois de serre. Donc on a ce qu'il faut en borne de recharge. Vous voyez, il y en a 18. Il y en a 19 en tout, plus une type 2. Donc ça va. Recharge 15 minutes à Eckartsviller, non. 178 km, j'en ai 180. Ouh, c'est chaud patate. On va essayer de le faire. Mais bon, à tout hasard, j'ai le Total Énergie à Eckartsviller en cas de besoin. Mais voilà. Bien, voilà, je suis nouveau sur la route. Je suis sur l'autoroute et... plus je regarde, plus je me dis que finalement les quelques 6% de ce matin m'ont vraiment manqué pour faire l'objectif que je voulais, c'est-à-dire de m'arrêter pour la première recharge chez Ionity en concours. Là, il m'indique moins 7%. Et je vais du coup, je pense, suivre le conseil de la voiture, parce que je la connais pas encore assez pour savoir si oui ou non je vais y arriver. Et surtout j'ai un objectif, c'est de pouvoir voir ce que donnent les consommations à 130 km/h. Eh bien, ma foi, si je suis obligé de ralentir pour des questions d'autonomie, ça va fausser mes résultats. Et ça, j'ai pas trop envie. Donc, du coup, voilà, je vais m'arrêter à une station Total Énergie et puis on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Alors, je suis chez Total Énergie, comme vous voyez, et je me suis mis sur une borne 150 kW parce que j'estime que ça suffit, vu que la voiture charge à 155 kW maximum. Alors, voyons voir la notice. Touchez l'écran de la borne, suivez les instructions. Alors je vais déjà sortir mes cartes de recharge. Je fais une vérification. Connectez la fiche. Allez, c'est parti, on va brancher le CCS. Normalement, on est bon. Le truc... Attends, c'est quoi ce cordon là, Voilà. Ah. Alors très sincèrement, c'est lourd le CCS, c'est le câble, il est lourd à pleurer, rien à voir avec les superchargeurs. Par contre, donc là on est en train de charger 30 minutes jusqu'à 100% et on charge à une puissance de 150 kW. La 150 kW direct, c'est très bien. Petite session de charge d'une dizaine de minutes, ça nous a permis de retrouver assez d'autonomie pour arriver à 13% à destination. J'ai récupéré 20 kWh à peu près pour 12 € et des bananes avec la carte station E. Donc allez, c'est reparti pour Ionity maintenant. Bon, ça y est, on est à Ionity au concours et la voiture charge enfin. Alors par contre, pas question de sortir là, c'est juste l'horreur. Choupi est dépité parce qu'on peut pas sortir, il pleut, mais et bien sûr sous la flotte. Première borne pas disponible, deuxième borne fonctionne pas. J'en suis à la troisième et enfin j'en ai une qui fonctionne. Maintenant, du coup, je vais pas manger ici, je vais aller direction Laxou. Et en particulier la recharge qui se trouve au Burger King, histoire de manger quelque chose. Si je voulais voir maintenant, donc on est à 24,8 sur les 175 km. Sur autoroute à 130, vous êtes plus à 26-27 qu'à 24.
Maintenant, il y a eu des ralentissements, il y a eu des travaux. On va dire entre 24 et 26, vous vous en sortez sans problème. On est à 46% de charge et on est encore à 108 kW de puissance, ce qui est vraiment pas mal. La courbe de puissance, de maintien de la puissance est plutôt bien. Donc là, je vais pousser un peu la charge puisque pour l'instant, là, j'arrive déjà avec 24% à l'Axou. Je pourrais déjà repartir et je me suis arrêté 7 minutes, 5-7 minutes. On va dire, je vais un petit peu pousser le truc parce que la voiture charge bien et je vais peut-être pouvoir me passer de charge à l'Axou, ce qui serait pas mal du tout. Surtout il pleut plus là. Il y a encore quelques gouttes, mais bon, Loulou, il est en train de dormir. Voilà, Loulou. Je vais peut-être charger encore 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure pour arriver à l'Axou aux environs de 40%, 40-45% peut-être. Ce qui va me permettre d'éviter peut-être la charge et puis surtout de pallier au fait que, vu qu'il y avait 2 bornes au Burger King et qu'il y a une des 2 bornes qui était défoncée la dernière fois que je suis passé, comme je le craignais, la deuxième borne du Burger King fonctionne plus. Alors sachant que la première est défoncée depuis le mois de mars. Donc, ma foi, ce Burger King, je le mets à l'amende. Et clairement, je retournerai plus, même en moto, je compterai plus sur ce Burger King pour me recharger. Alors très sincèrement, c'est déplorable. C'est le genre de chose qui est inadmissible parce que les bornes de recharge sont indiquées. L'une ne fonctionne pas, l'autre est défoncée depuis le mois de mars au moins. Donc la dernière fois que je suis passé, les réseaux de charge, il faut qu'ils fonctionnent. Et jusqu'à présent, alors Ionity, il y avait une borne en panne, mais bon, de temps en temps, effectivement, il y a une borne en panne, mais globalement, la fiabilité est plutôt bonne. Sur des réseaux comme Total Energy, c'est plutôt pas mal. Les autres, je les connais pas suffisamment. Mais en tout cas, voilà, le réseau de bornes secondaires type Burger King, c'est vraiment déplorable. Donc là, je vais voir si le Burger King à Lunéville, ça fonctionne. Sinon, j'irai sur une station E. Là, au moins, je suis sûr que ça marche. Là, globalement, on était sur un usage 110 et pour l'instant, les consommations sont plutôt pas mal. Je suis entre 20 et 22. Voyons voir ce que ça donne. Oui. L'assistant d'autonomie. Donc là, on est à 24 par exemple, sachant qu'on a un petit vent de face, mais vraiment léger et puis que ça monte un peu. Globalement, en général, 110 c'est bien. Et 130, c'est vrai qu'elle consomme un peu plus. Mais enfin, vu les circulations, de toute façon, en ce moment, c'est quand même rare qu'on arrive à maintenir un 130 sur des grandes distances. Hein. Bref. Allez, on se retrouve à Lunéville. Bon, la borne charge à 25 kW. C'est pas non plus transcendantal, mais bon, voilà, ça me suffit. De toute façon, là, je suis à 43%. Je vais juste contrôler sur Maps que pour rentrer, ça suffit. Il me dit 11% à l'arrivée. Donc, c'est bon. Je remets pas encore à 0. Pour l'instant, je suis à 20,2 avec une 91 km/h de moyenne. Donc, c'était des routes à 110. Tant que j'ai des routes à 110, je garde. Et puis, je vais m'arrêter en fait dès que je sors de la voie à 110 pour pouvoir réinitialiser et voir ce que ça donne les consos en montagne. Voilà. Allez, c'est reparti. On y retourne. Alors, ça y est, je suis sorti de la voie rapide. On va avoir le verdict à 110 à peu près. Hein. Et voilà. On est à 20,8 kWh au 100, 1h50, 91 km/h. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va remettre à 0 maintenant pour la suite. Clac. Voilà, c'est remis à 0. Donc maintenant, ça va être petite route de montagne. Dès qu'on commencera à rentrer dans l'école, je mettrai un peu la caméra intérieure qui est là. Et puis, ma foi, on verra ce que ça donne.
Et il me reste 28% de batterie, donc normalement je devrais arriver à la maison, je pense avec 10-11. Et ben voilà, on est dans le magnifique pays de Dabo, qui est un très très bel endroit où il y a de très très beaux cols. Donc là j'ai 25% de batterie, ce qui fait que j'aurai pas forcément toute la puissance, mais c'est pas une nécessité hein, en montagne. En montagne, généralement, c'est la tenue de route qui fait quand même la différence. On va voir comment se comporte le bébé. Oh. Bon, alors j'ai peut-être pas toute la puissance, mais ça suffit quand même très très largement. Alors sachant que c'est des cols que je connais très bien, et je viens souvent en moto, elle est plus légère que la S, elle est plus performante, on va dire, même si elle est moins puissante. On a moins ce côté bateau et franchement, en conduite dynamique, elle est juste impressionnante cette voiture. À mon avis, sur un circuit, cette auto, je pense qu'on peut bien s'amuser. Alors bien sûr, moi j'abuse pas parce que on est sur route ouverte. Même si la semaine il n'y a pas grand monde ici, il y a toujours possibilité qu'il y ait un animal, qu'il y ait quelque chose. Une 2 chevaux, par exemple. 2 chevaux. Ouais. 3 2 chevaux. Oui. 4 2 chevaux. Oh là. Et une 404. Et puis, quand on voit la vitesse à laquelle j'ai remonté la personne qui est devant, très sincèrement, on se rend vraiment compte des capacités de cette auto. C'est assez démoniaque. Le fait que la batterie soit en bas, que le centre de gravité soit tout en bas et au centre de la voiture, fait que la tenue de route d'une électrique est nettement plus saine que celle de n'importe quel thermique, sauf une auto à moteur central avec, on va dire, qui a été conçue entièrement pour ça. Mais très sincèrement, avant la voiture électrique et des sportives, j'en ai eu entre les mains, il n'y a aucune voiture qui a une tenue de route aussi saine qu'une électrique avec la batterie sous le plancher. Et ça donne une tenue de route fabuleuse, un plaisir de conduite fabuleux aussi. Et ça m'a réconcilié avec les descentes. Parce que en descente avec la régénération, surtout sur la Polestar, hein, très sincèrement, la régénération est très bonne. Et avec la régénération que j'ai sur la Polestar, j'ai pas touché une seule fois au frein dans un col. Là, dans le col, dans la montée, j'ai aucun intérêt de toucher les freins. Voilà, je vais retoucher encore une fois les freins. Hop. Oh oh! Même pleine balle, elle perd pas l'adhérence, elle y va. Ça va mon loulou? Le chien a pas bougé. Ouais, une 2 chevaux. Elle a dû se perdre. Verdict du jour, je viens de rentrer, je suis à la maison. Finalement, le trajet s'est très bien passé. J'ai fait 470 km avec une consommation moyenne de 22 kWh au 100. Regardez. Voilà. Donc j'ai mis 6h18, alors sachant que je me suis arrêté pas mal de fois, etc. Et en montagne, montée, descente et trajet retour, ça m'a mis 42 minutes pour 36,6 km. J'ai consommé 19,7 kWh. Voilà, j'en ai terminé pour ce tour d'essai. Maintenant, je vais la recharger parce que demain, j'ai un rendez-vous pour les noise. Donc, je vais l'utiliser pour aller mon rendez-vous. Mais surtout, vendredi, je vais chercher ma voiture normalement. Alors, je vous propose qu'on retourne en studio pour qu'on finisse cet épisode en beauté avec les conclusions. Voici venu le moment de conclure cette vidéo et de vous donner mon avis sur la Polestar 2. D'un point de vue général, ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'elle est facile d'utilisation. On a coutume d'entendre que voyager à bord d'une voiture électrique autre qu'une Tesla est compliqué. Eh bien, ce n'est plus vrai. En tout cas, pas pour cette Polestar.
Mon tour d'essai de 470 km le prouve bien malgré une préparation plus que sommaire. Tant qu'on reste dans les grands réseaux de charge rapide, ça fonctionne très bien. Gros bémol toutefois pour Freshmile qui gère la borne du Burger King de Laxou. C'est juste honteux de laisser ainsi à l'abandon aussi longtemps une infrastructure de recharge. Ne pas avoir remplacé une borne défoncée au bout de au moins 5 mois, c'est juste inacceptable. Avec ma carte Station E, j'ai pu charger où je voulais et parer aux imprévus. En plus, cela ne sera que plus facile à l'avenir avec le développement des réseaux de charge. En ce qui concerne la voiture elle-même, j'avais déjà été séduit au premier contact et cet essai n'a fait que confirmer mes premières impressions. Au rayon de ce qui est plaisant, les côtés pratiques et dynamiques de l'auto en font une excellente familiale sportive. La présence du haillon et sa capacité à tracter 1,5 tonne si on monte un attelage est juste le plus gros atout pratique de cette auto. Niveau dynamique, cette définition performance est joueuse à souhait et les 408 chevaux suffisent largement à l'emmener à des allures on ne peut plus illégales avec une sécurité absolue. Il existe une mise à jour permettant de monter à 476 chevaux environ, et d'avoir de meilleures performances, mais je pense qu'elle est inutile, d'autant plus qu'elle va imposer un changement de carte grise. Très saine en tenue de route, la voiture n'est jamais piégeuse. Les aides à la conduite sont légères et peu intrusives, même si j'aurais préféré un système un peu plus actif pour la conduite sur autoroute. Pour ce qui est des défauts, car il y en a bien entendu, mon grand reproche est la fermeté de la suspension. Toutefois, je pense qu'il y a moyen d'améliorer cela, car les amortisseurs Öhlins sont réglables. Si j'adoptais cette auto, je passerais en atelier pour la faire régler au plus souple. En second lieu, cette Polestar ne m'a pas bluffé niveau bruit. Les bruits de roulement et d'air sont très présents. J'ai mesuré un peu moins de 70 décibels à 130 km/h, ce qui est équivalent à une Tesla Model 3 d'avant 2021. Je pense que le montage de pneumatiques adapté à la voiture électrique réduirait grandement ce défaut, comme ça a déjà été le cas sur la Volvo C40 de Lionel que j'avais essayé il n'y a pas longtemps. Enfin, elle est un peu plus gourmande qu'une Tesla Model 3. Avec des consommations allant de 19 à 26 kWh au 100 en fonction des allures, c'est tout de même 20% de plus qu'une Model 3 Performance, et la batterie est un peu plus petite. Donc au final, est-elle une bonne alternative à la Tesla? En neuf, puisqu'elle n'est pas disponible en France pour le moment, je vais comparer les prix belges. Alors que la Model 3 Performance est tarifée 57 970 €, la Polestar 2 équivalente à celle que j'ai essayée s'échange contre 72 000 €. Waouh, ça commence à faire beaucoup, hein. Cette différence abyssale fait du coup selon moi la différence et force la préférence pour la Tesla. En occasion, ce constat est nettement plus nuancé. Pour une auto de 2 ans et 20 000 km comme celle que j'ai essayée, l'écart se réduit à entre 3 et 5 000 €, ce qui fait nettement plus réfléchir. Personnellement, et bien que je sois très satisfait de Tesla pour le moment, cela me ferait basculer pour une Polestar 2 à ce jour. J'avoue que je vais la rendre avec un petit pincement au cœur à ACC en fin de semaine. Je tiens ici d'ailleurs à remercier Didier et Lionel de me l'avoir confié pour faire cet épisode. Pour information, cette auto est à louer et à vendre. ACC vous propose d'ailleurs une formule très sympa. Si vous la louez quelques jours et qu'ensuite vous l'achetez, le montant de la location vous est déduit du prix de vente. Voilà qui mérite de tenter le coup, je pense. De plus, n'oubliez pas de dire que c'est de ma part, ACC vous fera un tarif intéressant, rien que pour vous. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, un partage ou un commentaire accompagne très bien les pouces vers le haut pour l'algorithme de YouTube. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, car les prochaines semaines seront palpitantes, avec entre autres la restitution de la Polestar à ACC et la récupération de ma nouvelle voiture, actuellement en préparation. Ce serait dommage de manquer ça. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Parfaite. Et